activité hautement collaborative. Donc, nous aussi, on n'a pas échappé à la règle. On a dû combiner nos expertises pour faire cette présentation. Donc, qui va regrouper là, donc une partie aussi exhaustive que possible des offres que nous proposons autour des activités d'ingénierie système. Je vais commencer par une présentation générale pour s'y présenter comment on propose d'organiser des activités de service que nous pouvons vous offrir. Et puis après, donc, on aura cinq parties, là, 5 focus sur des différentes activités d'ingénierie, autour de l'ingénierie système que nous pouvons vous proposer. Donc, tout d'abord, sur l'offre ingénierie système d'ADN. L'enjeu, donc, c'est surtout, donc, on le voit encore plus avec ces phases de confinement. Donc, l'enjeu, c'est de pouvoir vous accompagner donc par tous les temps de manière efficace, donc en apportant les compétences. Là, on a des domaines d'expertise, on va en détailler certains, et aussi donc apporter une réponse rapide, donc quelle que soit la situation. C'est pour ça qu'on privilégie les interventions quand elles sont possibles à distance avec des outillages adaptés. Donc, ces outillages qui vont aussi nous aider à travailler de manière transparente avec vous pour vous offrir donc, le suivi des développements que nous faisons pour vous et les tests qu'on fait sur ces développements, donc avant de vous livrer, pour avoir vérifié que ce qu'on faisait était correct. Donc, on met en place une plateforme là, que je détaille un petit peu pour donc avoir des outils, utiliser des outils modernes d'échange et de partage pour toutes ces activités de service. Donc, cette plateforme qu'on met en œuvre, donc c'est une plateforme collaborative, donc que nous gérons de notre côté, qui va donc accompagner donc le déploiement de nos services, donc qui s'appuie sur des composants très populaires qui sont donc Jira pour la gestion de vos demandes, le Bitbucket pour la gestion des développements, Confluence pour toutes les documentations qu'on aurait à échanger entre nous, et le module de Jira X-Ray pour gérer les tests, donc auquel vous aurez également accès. Donc, dans le cadre de ces prestations, donc il pourrait être nécessaire de mettre en œuvre des outils notamment là, aujourd'hui, on va surtout parler des outils d'Asso Systèmes pour lesquels il y a toujours une possibilité de louer les licences, sachant que dans certains cas, c'est des outils dont vous allez avoir besoin ponctuellement, mais pas forcément, vous ne pourrez pas rentabiliser l'utilisation permanente. Donc, tous ces outils sont offerts en location. Donc, Control Build, Cameo, Stimulus, 3 d'expérience, pour citer déjà ceux dont on va parler aujourd'hui. Pour aussi faciliter, comme ces activités de service, c'est pas forcément des missions en régie, c'est des besoins ponctuels avec parfois une grosse charge, puis après plus rien. Donc pour se caler au mieux par rapport à vos projets ou les besoins sur de la simulation, de développement de services autour de Rectify, vous en avez un gros besoin par rapport à certaines phases de votre projet, puis après un peu moins. Donc on propose là un principe où de commander un volume de jours qu'après vous allez pouvoir utiliser à la demande, donc par rapport par ces tickets gérés dans Jira qui vont matérialiser les demandes de services que vous nous ferez. Donc, pour pas aussi faire une facture à chaque fois que vous avez besoin d'une heure de service de notre part, parce que pour certains services, ça peut être assez réduit. Donc, ce qu'on propose, c'est une facturation par tranche. Donc, quand vous commandez, donc on facture les premiers 25%, puis tant que vous n'avez pas consommé cette partie de service, on facture rien de plus. Et quand on atteint les premiers 25%, on va facturer la deuxième tranche, etc. Donc, ça permet de réduire le volume de la charge administrative de votre côté et du nôtre.
Donc voilà pour l'organisation générale et donc comment on propose de s'organiser de manière moderne pour organiser ces activités. Donc je vais enchaîner avec donc une première partie là, de notre offre de service qui concerne le service autour de l'outil Rectify, donc que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà un peu. Donc pour rappel, pour ceux qui connaîtraient pas l'outil Rectify, donc c'est un outil qui va permettre d'analyser donc via un mécanisme de connecteur un grand nombre de sources de données. Donc lui, il se substitue pas à vos outils, vous permet de travailler dans les environnements que vous jugez les plus pertinents pour vos différentes activités de gestion d'exigences, de gestion de tests, de simulation, de développement et d'en extraire les informations nécessaires et suffisantes pour vérifier la traçabilité entre tous ces éléments qui sont naturellement reliés entre eux pour pouvoir faire des analyses d'impact si vous faites des modifications sur une exigence, vérifier où sont les impacts au niveau des tests, du développement, etc. Générer des rapports type matrice de couverture pour faciliter les revues entre vos différentes équipes. Donc le principe dans Rectify, c'est que pour qu'ils puissent fonctionner, donc la première étape, c'est les convertisseurs, donc à récupérer l'information dans les environnements sources. Rectify inclut un certain nombre de convertisseurs standards, mais si vous avez vous un outil qui n'est pas nativement supporté, donc pour pouvoir bénéficier des services Rectify, il sera souvent nécessaire de développer un convertisseur dédié. Donc ça, c'est une chose que nous pouvons prendre en charge pour vous. La deuxième partie, c'est donc une fois qu'on a récupéré ces informations, c'est d'analyser pour récupérer l'information nécessaire et suffisante. Donc ça nécessite de développer des types d'analyse à base d'expressions régulières. Donc ça, c'est un deuxième type de service qu'on peut faire pour vous. Puis donc Rectify, quand on l'installe, il arrive avec un affichage standard qui peut être amélioré largement, et donc on peut vous offrir des services permettant donc d'améliorer l'affichage. Puis donc une fois qu'on a récupéré les informations, la partie exploitation, c'est d'une part les règles de cohérence, donc vérifier les exigences non couvertes, vérifier les doublons d'exigences, vérifier un certain nombre de choses. Donc de la même façon que pour les convertisseurs, il y a un certain nombre de règles par défaut, mais il est assez souvent utile et souhaitable de définir vos propres règles pour détecter le plus de défauts possible très en amont dans le cycle de vie des exigences. Et puis, donc, comme on l'a vu sur la slide précédente, donc il y a aussi un certain nombre de modèles de rapport. Donc, il y en a un certain nombre qui sont fournis par défaut, mais qui sont rarement suffisants. Et il peut être aussi efficace d'en développer qui correspondent au mieux à vos besoins. Et ça aussi, donc, on va pouvoir vous aider à ce niveau. Si je reprends donc les différents sujets, donc sur le développement de convertisseurs, donc c'est un outil, le plus souvent c'est un outil qui est non supporté, mais ça peut être aussi des convertisseurs standards qui fournissent pas les informations nécessaires. On a parfois développé des convertisseurs pour s'adapter à des formats Excel particuliers, donc qui fournissent des informations plus directement exploitables que les convertisseurs Excel par défaut de Rectify. Donc, quand il s'agit d'un outil non supporté, il faudra à minima qu'il ait une API qui soit documentée pour qu'on puisse faire les développements qui sont généralement soit du Java, du VB, du C# pour développer le petit programme qui va extraire l'information dans la donnée source, et puis l'intégration Rectify qui nécessite de faire un peu d'OT-script. Pour la partie type d'analyse, donc il faut mettre en œuvre des expressions régulières. Donc, si vous ne souhaitez pas le faire de votre côté, c'est des compétences qui sont difficiles à maintenir de votre côté. Donc, parce que régulièrement, vous avez travaillé avec un de vos clients qui vous amène un nouveau format de données à analyser, ou parce qu'en interne, vous modifiez vos formats, ou vous intégrez des nouveaux types de données, un fichier, par exemple, un outil de test automatique,
ou un nouvel outil de gestion d'exigence ou de test. Donc, un nouveau format à prendre en compte. Là, on va pouvoir développer pour vous les types d'analyse qui vont permettre d'utiliser les fonctionnalités de Rectify. Sur l'affichage, donc on peut améliorer l'affichage de Rectify en affichant des métriques, en ajoutant des attributs calculés, en faisant en sorte que les taux de couverture qui sont affichés, ça corresponde à ce que vous avez envie de voir. Donc, pour que l'information affichée dans Rectify soit la plus pertinente possible, donc il est souvent nécessaire de paramétrer l'affichage. Donc, ça met en œuvre donc, le développement au TScript qu'on peut faire pour vous, pour notamment améliorer le tableau de bord. Donc, c'était quelques exemples. Donc, c'est par exemple rajouter des métriques qui vont être calculées dynamiquement dans le tableau de bord. Ça peut être de rajouter des attributs calculés qui sont pas présents dans les documents d'entrée, mais par exemple ici pour savoir sur une exigence qui est des charges clients, lesquelles ont été complètement déclinées dans vos systèmes sous-systèmes et lesquelles ont été testées avec succès. Donc, c'est une information qui n'est pas directement sur l'exigence, qui dépend des éléments, des exigences et des tests qui sont raccrochés. On va pouvoir faire un attribut calculé pour faciliter la détection des exigences clients qui ne sont pas complètement couvertes. Sur les taux de couverture, donc il y a en standard Rectify, il a une méthode de calcul qui peut ne pas convenir. Si par exemple dans ce cas-là, j'ai des exigences que j'ai allouées à plusieurs de mes sous-systèmes, par défaut Rectify, il va considérer que l'exigence est couverte si elle est couverte par un des sous-systèmes. Moi, je peux souhaiter préférer qu'elle soit considérée comme couverte que si elle est couverte par les deux sous-systèmes auxquels je l'ai allouée. Donc, je pourrais redéfinir le taux de couverture pour avoir ici quelque chose qui est plus conforme à ce que j'ai envie de voir. De la même façon, quand j'ai des liens entre un plan de test et des résultats de test, donc par défaut, ici le 100%, ce qui veut juste dire, c'est que chaque test ici a été exécuté. Mais ça me dit rien sur le fait qu'il y en a certains qui ont échoué. Je peux décider de prendre en compte le résultat d'exécution pour voir apparaître un pourcentage qui est là cette fois-ci représentatif des nombres de tests réalisés avec succès. C'est juste quelques exemples. Aussi, dans Rectify, l'un des intérêts, c'est les contrôles de cohérence qu'il apporte sur les exigences qui sont non couvertes, les doublons d'exigences, des liens vers des exigences qui n'existent pas ou qui n'existent plus. Donc, toute cette cohérence, elle peut être, ces contrôles de cohérence peuvent être enrichis avec des règles supplémentaires pour, par exemple, ici, ce que j'ai fait, c'est de rajouter une règle qui vérifie, qui précise la règle exigence non couverte pour distinguer quelles sont les exigences non raffinées par rapport à celles qui sont non couvertes par des tests. Sinon, par défaut, une exigence sera non couverte tant qu'elle ne sera pas raffinée et couverte par des tests. J'ai aussi possibilité dans Rectify, donc toujours dans la partie exploitation, de définir des rapports. Donc les rapports par défaut sont rarement suffisants, donc je vais pouvoir définir des rapports de type matrice, de type métrique, de type comparaison de baseline. Donc par exemple un rapport de couverture avec l'exigence amont, exigence aval, un rapport qui me calcule des métriques pendant mon reporting hebdomadaire ou mensuel avec une mise en forme graphique ou aussi si dans ma V4 j'avais certaines exigences avec un certain état et que dans mon état courant je veux avoir un état précis sur ce qui a changé, je peux définir un rapport qui va me montrer précisément où ça a évolué, quelles sont les exigences nouvelles, celles qui sont supprimées, celles qui sont modifiées, et puis avec un zoom sur où est-ce que c'était modifié dans le texte. Voilà, donc pour le service autour de Rectify, donc plus généralement aussi ce qu'on peut offrir, c'est carrément donc un service pour vous aider à déployer une solution
type Rectify, dans lequel on vous propose donc un processus en 3 étapes. Une première étape où, via des ateliers de recueil de besoins, analyse des données que vous souhaitez gérer en traçabilité, on va définir donc vos besoins, les besoins de paramétrage Rectify. On en profite d'ailleurs, c'est aussi l'occasion pour nous de vous faire bénéficier de nos retours d'expérience et de partager donc les bonnes pratiques d'ingénierie des exigences. Suite à ça, donc dans la phase de développement, on va développer pour vous donc les paramétrages Rectify, ainsi que la documentation et les supports de formation personnalisés. Et puis dans la troisième phase, on va donc vous former, faire le transfert de compétences sur le paramétrage qu'on a développé et et supporter à l'utilisation et l'administration de Rectify pour accélérer la mise en place sur des projets opérationnels de solutions basées sur Rectify. Et pour finir, pour rappel aussi sur Rectify, donc on offre aussi des formations, donc formation utilisateur sur une journée et formation administrateur sur 2 jours, qu'on donne généralement ensemble, mais qui sont constituées d'une journée sur la partie amont, donc l'analyse des sources de données à base d'expressions régulières, et une journée sur l'exploitation des données capturées par Rectify sous forme de rapports et de définition de règles personnalisées. Voilà pour cette première partie sur Rectify. Donc, si vous avez des questions d'ores et déjà, n'hésitez pas à intervenir. Sinon, donc, on va passer à la partie MBSE, donc modélisation système à base de Cameo. Voilà, donc j'avais envoyé dans le chat là, justement, une petite question, savoir si les gens avaient des questions. A priori, c'est super clair parce que personne n'a posé de questions. Donc, pour animer un peu les choses, je vais faire un petit sondage qui est très simple. Voilà, si vous voulez bien répondre les uns et les autres. Donc là, on a failli avoir quelque chose de super. Alors, si tout le monde pouvait jouer le jeu pour voter, hein. Moi, j'ai un vote à 80% des personnes qui ont voté, donc voilà. Donc, ça va vous permettre également aussi de vous situer. Donc, je vais fermer le sondage et évidemment, ce qui est intéressant, c'est de le partager, hein. Voilà, donc vous voyez, on a quelque chose de finalement d'assez équilibré, mais on voit que l'approche MBSE n'est pas non plus complètement répandue, hein. Donc, alors j'avais une petite question qui était arrivée entre-temps ou pas? Non, j'ai pas de question. Attends, si, j'ai peut-être une petite question. Alors, avant de passer à l'approche MBSE, j'avais quand même une question sur Rectify. La question, c'était les comparaisons entre 2 versions de documents utilisent-ils les snapshots? Donc, je vais laisser François répondre. Oui, en l'occurrence, là, dans l'exemple qu'on a montré, ça utilise effectivement la fonction de Rectify qui permet vraiment de faire une photo d'un projet Rectify à un moment donné. C'est simplement, donc, alors d'une part, on peut voir dans Rectify l'information, mais là, ce qu'on offre, c'est la possibilité d'exporter ça sous forme d'un rapport plus facilement exploitable. Donc, dans ce rapport, on peut, comme je vous ai montré, donc avoir une comparaison précise de texte, voire aussi faire inclure des informations d'analyse d'impact pour voir telle exigence a changé. Ben voilà, c'est les tests qui étaient reliés à cette exigence, les exigences qui couvraient cette exigence qui a été modifiée, ce qui permet de rapidement vérifier si on est resté cohérent une fois après application de la modification de telle ou telle exigence. On passe à Jennifer parce que le temps tourne, hein, on va déjà être en retard. Oui. Bonjour. Donc, pour vous expliquer ce que c'est la on voit plus ton PowerPoint, comment dire, François. Ah bon? Oui. Pourtant. Ah oui, j'ai par erreur du cliquer. Voilà.
D'accord, donc pour vous expliquer ce que c'est l'approche MBSE, ouais. Par contre, si ça peut avancer. Voilà, donc déjà MBSE c'est un acronyme en français et en anglais pour Model Based Systems Engineering, en français ingénierie système basée sur les modèles, et donc une application formalisée de la modélisation pour soutenir le management des exigences système, tout au long des phases de conception, des phases des analyses, pendant le cycle de vie, jusqu'aux phases ultérieures qui incluent toutes les activités de vérification et validation de notre système. Cette approche nous permet en fait de mettre en place des modèles compréhensibles par tous les participants de notre projet, donc l'ingénieur système, le chef de projet, le manager développeur et même les testeurs. Avec ce diagramme, on cherche donc à unifier tous les métiers intervenants du projet autour de ce modèle. Donc, c'est quoi l'intérêt de faire de MBSE? Pour vous éclaircir un peu ce que ça vous apporte, je vais d'abord vous présenter ce projet qu'on a développé en interne qui traite les cas d'une centrifugeuse médicale pour bien définir son comportement et son architecture. Donc, dans un premier temps, on va récupérer tous les documents de spécification pour se baser et s'appuyer sur toutes les exigences qu'on a déjà développées et puis les importer dans Cameo, et en utilisant cet outil et en se basant sur les langages de modélisation SysML, on va mettre en place différents modèles. On commence par des diagrammes des exigences qui vont permettre de visualiser la taxonomie de nos exigences, mais bien sûr, on peut visualiser toutes ces exigences de manière des tableurs. Après, on va passer dans le développement des autres diagrammes comme celle-ci qui essaie de situer le système dans son contexte d'utilisation pour bien définir en phase de conception, en phase d'exploitation, en phase de maintenance, qui va utiliser le système, où est-ce qu'il va être installé, quelles sont les conditions de l'environnement, etc. Donc, dans la suite, on met en place d'autres diagrammes comme celle-ci qui essaie d'expliquer c'est qui utilise le système et comment il l'utilise, donc son principal cas d'utilisation. Après, on passe à mettre en place des diagrammes de comportement en mettant un accent sur la traduction des exigences fonctionnelles dans une description cohérente des fonctions effectuées par le système. En somme, ce qu'on cherche avec tous ces diagrammes, c'est de faciliter la compréhension du comportement de l'architecture de notre système. Après, ce que je viens de vous montrer, c'est juste une première ébauche de la modélisation. Nous, avec Cameo, on s'appuie sur la Magic Grid, que c'est l'approche magique pour les MBSE, pour définir les différents niveaux de détails de notre système. Donc, dans la suite, on va passer encore à définir tout ce que chaque sous-système effectue en tant que fonction pour identifier chaque sous-système et les flux échangés entre eux. Et dans un dernier temps, dans la solution, on va chercher à évaluer que tout ce qu'on a trouvé pendant notre analyse correspond bien aux besoins utilisateurs. Donc, pour information, dans les domaines de l'ingénierie système, on travaille selon les processus de cycle en V, où l'on retrouve des activités dans la branche descendante et qui sont reliées au processus d'ingénierie, donc les étapes d'analyse et définition des besoins, la définition des exigences techniques, conception de l'architecture fonctionnelle et la conception de l'architecture organique. Et nous, avec tous nos diagrammes, ce qu'on cherche, c'est à vous accompagner à développer ces diagrammes qui vont faciliter la prise de décision autour de la conception de votre système. De même que quelques outils pour la traçabilité qui vont nous permettre de vérifier la correcte intégration de tous ces concepts. Donc, voici une vidéo pour vous montrer l'interface Cameo. Donc, ici, on retrouve la Magic Grid qui, dans ce contexte, nous sert comme un texte pour nous déplacer vers nos différents modèles disponibles dans toute notre structure. Ici, vous voyez, il y a bien les besoins
utilisateurs qui sont en forme de diagramme, mais qu'on peut très bien utiliser, le présenter en tant que tableur. Après, on se déplace dans notre dossier structuré selon la Magic Grid, où l'on retrouve les contextes opérationnels de notre système, ainsi que les diagrammes des cas d'utilisation qui vont nous montrer qui utilise notre système et ses cas d'utilisation principaux. Donc, si on rentre dans les détails de voir les cas d'utilisation, on va voir les actions effectuées par notre système principal suite à la demande de l'utilisateur. Et si on rentre dans les fonctions de notre système, on va retrouver chaque fonction définie et effectuée par chaque sous-système du système principal. Donc, ceci, c'est un niveau de détail d'un deuxième niveau qu'on va retrouver dans ce qu'on appelle la boîte blanche. Après, on va retrouver aussi les diagrammes des flux échangés entre nos différents sous-systèmes. Pour faire une petite analyse et voir que ça correspond bien, on va passer dans les domaines de la solution où on va retrouver nos exigences système et exigences sous-système qu'on aurait déjà développées, qui sera déjà développée, pour évaluer de même que la structure que nous, on a définie précédemment, elle correspond bien aux exigences système et sous-système. Et finalement, comme je vous l'avais mentionné, on retrouve aussi tout ce qui est analyse de traçabilité, où on mettra en place des matrices pour nous assurer que les exigences qu'on a analysées, elles correspondent bien aux besoins utilisateurs. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, l'offre ADN qu'on vous propose, c'est dans la définition des comportements de l'architecture de votre système, du comportement et de l'architecture de votre système pour lesquels on a besoin d'avoir faire un échange avec vos ingénieurs système et architectes pour bien définir les besoins et exigences système, les cas d'utilisation de votre système pour bien les situer dans son contexte, que de cette manière, nous, on puisse vous accompagner de manière itérative dans le développement de vos modèles. Est-ce que vous avez des questions avant de passer dans la suite de Stimulus? Non. Donc on passe à la suite. Oui, je vais lancer le sondage. OK. Oui. Si vous voulez bien répondre les uns et les autres, ou voter tout simplement. C'est toujours intéressant ces sondages parce que on est toujours surpris par rapport à... Entre-temps, j'ai peut-être eu une question. J'ai une question, c'est est-ce que Rectify peut intégrer les modèles Cameo? La réponse est oui. Oui, effectivement. Ouais. Ça peut être une solution. Vous allez voir pour mesure qu'on va avancer. Oui, pardon, François, je te laisse répondre. Oui, c'est une manière de pouvoir relier des exigences qui peuvent être gérées dans tous les formats Word, Excel ou autres outils avec les modèles qui seraient dans Cameo. Donc oui, Cameo est supporté par Rectify. Donc, je vais partager le résultat du sondage sur les requirements in the loop. Et donc, Jennifer va nous expliquer le principe des requirements in the loop. Oui, donc je commence par vous expliquer tout d'abord ce que c'est Stimulus. Stimulus, c'est donc un outil qui va nous permettre de simuler nos exigences fonctionnelles du niveau système embarqué au niveau sous-système, ainsi que les outils de contrôle commande. Notre objectif avec cet outil va être de décrire les exigences correctement de la première fois, ainsi que faciliter la détection des exigences ambiguës, contradictoires ou manquantes avant le début de la conception de notre système. De même, il va nous permettre de valider la spécification d'un système
en créant des scénarios de test, ainsi qu'en créant des vérifications et validations par rapport à nos exigences. Donc, c'est quoi l'intérêt d'utiliser Stimulus? Donc, dans la plupart des temps, nos spécifications, elles reposent sur des exigences textuelles. Et bien qu'aujourd'hui, on compte avec des outils de gestion d'exigences, la plupart des erreurs sont commises lors de la phase de spécification pendant la rédaction des exigences et très peu de ces erreurs sont détectées à ce moment-là. Et bien que je ne dis pas que les exigences, elles soient fausses ou mal écrites, assez souvent, dans l'étape de rédaction des exigences, on peut introduire jusqu'à 70% des défauts et on ne détecte que 4%. Et tout au long du cycle de vie, pendant la conception ou les étapes de codage, les étapes de test, des validations du système et même jusqu'aux étapes de maintenance, on traîne tous ces défauts et on ne détecte pas forcément que c'était dès le début qu'on pouvait les corriger. Voilà, c'est des exigences qui seraient pas forcément fausses, comme tu disais, mais qui seraient ambiguës ou incomplètes. Bon, c'est souvent les plus gros défauts, c'est ça que Stimulus notamment va aider à détecter. Oui, exactement. Donc, ce qu'on va chercher avec cet outil, c'est d'améliorer la qualité de nos exigences. Comme tu l'as dit, chercher à qu'elles ne soient pas ambiguës, qu'elles soient correctes, donc qu'elles décrivent correctement les comportements attendus de notre système, qu'elles soient complètes et qu'elles soient cohérentes les uns avec les autres. Donc, pas de conflits entre eux. Et Stimulus va nous faciliter les tâches d'identifier ces exigences. Et finalement, on va donc chercher à réduire tout ce qui est coût de conformités, toutes les erreurs de spécification et les itérations des processus. Donc, on va regarder maintenant un scénario de mise en place d'une exigence de spécification pour un système de phare automatique d'une voiture. Donc, je vous demande de vous mettre à la place d'ingénieur système et on va chercher à détailler donc les comportements de ces phares en mode manuel et mode automatique. Donc, en mode manuel, c'est simple. Soit notre switch, il se trouve en on ou en off. Les phares sont donc allumés ou éteints. Mais en mode automatique, comment doit-il fonctionner? À quel moment on souhaite que les phares soient allumés? Dans ce cas, on souhaite que les phares s'allument dès que l'intensité lumineuse elle soit supérieure à 60%. Donc, dans une première étape, pour transférer nos exigences d'un stimulus, on va identifier les ports auxquels on s'intéresse. Donc, bien évidemment, là, on va s'intéresser à l'état de notre switch, soit il est on-off. On va s'intéresser au niveau de luminosité de l'environnement, donc ici, light intensity, et bien sûr, à l'état des phares, donc headlight. Donc, tous ces ports, on va les inclure dans un glossaire d'un stimulus pour ne pas perdre de vue que ceux-ci sont les ports et les variables qui nous intéressent tout au long de notre spécification. Donc, après, dans l'outil Stimulus, on a des templates temporaires, des templates logiques qui vont nous permettre de formaliser nos exigences et avoir toujours la même rigueur de description des exigences. Donc, on peut maintenant décrire les exigences textuelles pour dire les comportements qu'on souhaite. Et lorsqu'on génère la simulation, on va se rendre compte que, par exemple, la luminosité de l'environnement, bien sûr, ce n'est pas nous qui les contrôle. Donc, Stimulus va nous aider en générant un signal aléatoire. Et une fois qu'il détecte que cette intensité elle est inférieure à 60%, il indique bien que les phares automatiques ils sont allumés. Par contre, qu'est-ce qui se passe-t-il lorsque cette intensité elle est supérieure à 60%? Stimulus, avec des lignes pointillées, il essaie de nous signaler qu'il y a des exigences qui manquent puisque le comportement de nos phares automatiques, il est libre. Donc, il ne sait pas quel comportement prendre lorsque l'intensité lumineuse dépasse cette seuil. Donc, toujours suivant les processus de cycle V, cette fois-ci, on va rester dans la phase d'analyse des exigences et on va chercher à débugger l'idée en simulant les exigences pour détecter tout ce qui est incorrect, les exigences manquantes et celles qui causent des conflits. Après, si on continue dans les processus de cycle V, il est tout à fait possible de tester ce qui a été modélisé
du côté contrôle commande pour répondre à la spécification définie. Pour cela, on va maintenant utiliser l'exigence en tant qu'un observateur et importer un fichier FME ou FMI qui contient une combinaison des fichiers XML, des binaires et des codes CCP dans un seul fichier qui peut être exploitable dans d'autres logiciels tels que Stimulus. Donc, le principe de notre observateur va consister à signaler si les exigences qu'on a développées ont été respectées ou violées par cette fichier de développement. Donc, dans ce cas-là, on voit que dans notre fenêtre de simulation, les observateurs, il est marqué en rouge, ce qui veut dire que les codes développés ne respectent pas les spécifications définies. Donc, si on reprend les exigences de notre phare automatisé, on voit très bien ici qu'on a 2 exigences qui ont été rajoutées pour compléter les comportements. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que Stimulus nous permet de générer de manière aléatoire les signaux que dans la vie réelle, nous, on ne contrôle pas. Mais si l'on souhaite tester un cas spécifique, il est tout à fait possible de générer des scénarios de test qui vont nous permettre de contrôler ces signaux. Après, en mettant nos exigences en tant qu'observateur, on peut visualiser si elles sont toujours respectées dans ce scénario possible. Donc, le cycle stimulus qu'on propose, comporte 3 étapes. Donc, dans la première, il y a tout ce qui importe d'exigence à l'intérieur des stimulus. La deuxième, c'est la simulation de l'exigence à l'intérieur des stimulus et même l'import des fichiers FMI. Et dans la dernière étape, consisterait avec la génération d'un rapport d'analyse des exigences, des qualités d'exigence. Donc, pour bien détailler ça, le premier service qu'on propose, c'est l'import des exigences d'un stimulus. Dans les cas où vous nécessitez l'analyse d'une spécification d'exigence, quel que soit le type de fichiers de spécification. Les prérequis qu'on demande sont donc la définition d'exigence fonctionnelle d'un système ou d'un sous-système. Et la prestation qu'on met à disposition, c'est la définition du glossaire et l'import des exigences à l'intérieur du stimulus. Dans la suite, pour la prochaine prestation, c'est la simulation des exigences pour les cas d'utilisation de vérification d'exigences avec des scénarios spécifiques ou la validation d'un modèle de simulation. Donc, les prérequis demandés pour cette partie, c'est la transcription des exigences en stimulus avec la définition des scénarios de test et, si vous l'avez, la fourniture de fichiers FMI pour que nous, on puisse développer des scénarios de simulation avec vous. Et la dernière, c'est la génération des rapports en cas où on a besoin d'un rapport d'analyse des qualités d'exigence ou un rapport de vérification et validation de la spécification du système. Pour ceci, on aurait besoin de définir avec vous les contenus du rapport, qu'on puisse développer ces rapports d'analyse des spécifications. Est-ce qu'il y a quelques questions? Alors, oui, j'ai une question qui arrive. Alors, Stimulus semble être très performant pour le software, mais peut-il être utilisé pour des projets intégrant de l'électronique, de la mécanique, afin de pouvoir tester les exigences dès le niveau système? Alors, on va s'intéresser surtout au niveau sous-système pour bien détailler la fonctionnalité de chaque composant. Que si c'est au niveau système, ça sera assez performant pour si c'est la partie d'exigence justement qui serait de type contrôle-commande. Même il peut y en avoir déjà niveau système. Hein. Ouais. On voyait dans Cameo qu'il y a le niveau boîte noire. Là, on voit le système comme une boîte noire ou après boîte blanche. On regarde l'intérieur du système. De la même façon, s'il y a des exigences qui sont déjà de type comportement contrôle-commande niveau système, ça on peut les tester même si derrière il y a de l'électronique.
ça sera tout à fait utilisable et je pense que ce serait conseillé de l'utiliser dès ce niveau-là, bien sûr. Bon, pour la mécanique, par contre, je pense pas que ça soit adapté, hein. Pour la mécanique, j'ai moins de cas, j'imagine moins de cas possibles. Ça. Il y a d'autres techniques pour tester la mécanique. Ouais. Alors, on va passer, comment dire, donc à contrôle B. Donc, je vais lancer un petit sondage, pareil. Si vous voulez avoir la gentillesse de jouer le jeu et de voter. Voilà, donc là j'ai un vote à 100%, tout le monde a voté, c'est formidable ça. Donc je vais former et je vais partager. Donc voilà, on est un peu comme dans, comment dire, avec Stimulus, hein, majorité des participants vont découvrir Control Build avec Cyril. On reste dans les mêmes proportions. Ouais. Alors voilà, bon, j'espère que vous allez bien. Donc on va commencer la présentation avec Control Build. Donc qu'est-ce que Control Build? Animation s'il te plaît. Ouais. Control Build, c'est un outil dédié au développement et à la validation de parties contrôle commande de systèmes automatisés qui respectent notamment la norme IEC 61131-3 sur les langages automates. Donc les langages de programmation comme le GraphSet, le Ladder ou le Structured Text pour ceux qui connaissent. Et il dispose de drivers de communication pour interagir avec les automates tels que OPC, UDP ou Modbus TCP. Alors, le control build est divisé en 3 modules. Donc, le premier module design qui permet de modéliser le contrôle commande et la partie opérative. La partie validation qui permet de simuler le système, tester le contrôle commande et valider l'application de contrôle commande. Et la partie application generator qui permet de déployer l'application de contrôle commande via un générateur de code pour les automates, justement. Et nous allons plus nous intéresser à la partie validation. Slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc, pourquoi utiliser contrôle build validation? Alors ici, on a un cycle en V, un peu comme on l'a déjà présenté précédemment. Et donc, on a la branche descendante de conception et la branche montante d'intégration, la branche qui nous intéresse, notamment sur la partie test et validation. Slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc, classiquement, par exemple, on va avoir des problèmes d'intégration quand on arrive au niveau le plus haut, donc avec tout l'équipement mis en place sur site. Et donc, le but, ça va être… donc, relativement tardivement. Du coup. Ouais, ça arrive très tard dans le cycle d'intégration, quoi. Et donc, avec… ouais, donc tu peux revenir à la slide précédente, s'il te plaît. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va émuler la partie opérative. Donc, on va remplacer les équipements par des bouts de modèle control build qu'on va quand même relier aux automates et au pupitre, par exemple, ou ça peut être un ordinateur, ça dépend. Et donc ça permet de gagner, de réduire le risque et de valider le contrôle commande en amont sans tester sur les équipements réels et de favoriser donc la phase d'intégration. Donc c'est du virtual commissioning. Hop, slide suivante. Ouais, donc voilà. Donc là, avec Control Build, en fait, on va faire ce que je disais, une phase d'intégration virtuelle en amont du développement et du test physique, quoi. Tu peux passer à la slide suivante. Voilà. Donc là, on va faire une petite démonstration de simulation. Donc pour nous remettre dans le contexte, donc on va utiliser le même exemple que Jennifer a utilisé, donc la centrifugeuse médicale. Donc on vous a montré une partie de l'architecture qui avait été modélisée avec Cameo et avec le langage XML. Et nous, ce qu'on avait fait aussi, c'était qu'on avait représenté la physique du produit en CAO avec les modules CATIA dans 3D Experience. Et on avait développé la partie comportementale d'un sous-système particulier, donc le sous-système de gestion de température, avec Control Build Design. Puis ensuite, on a validé cette partie comportementale avec le module Control Build Validation. Slide suivante, s'il te plaît. Ouais.
Donc là, à gauche, la centrifugeuse en 3D, et à droite, donc le sous-système de gestion de température, donc le sous-système qui va nous intéresser. Voilà. Donc là, c'est la modélisation de logique de l'architecture du système, donc qui est composée d'une sonde de température, de ventilateur, d'une pompe, d'un radiateur et d'un échangeur de cuve. Donc ces composants logiques, voilà, donc sont alloués à des comportements qu'on a modélisés dans Control Build. Donc remarquerez que la structure est assez similaire. Donc on retrouve tous nos équipements et les mêmes flux d'informations ou de physique. Et donc voilà, donc comme vous avez vu par rapport à la modélisation logique, donc on a associé un comportement que vous voyez ici par les boîtes vertes dans Control Build, mais aussi une partie physique, donc une part 3D dans CATIA. Donc voilà, on va passer à la simulation. Donc la démonstration de simulation en boucle fermée. Donc qu'est-ce que c'est qu'une simulation en boucle fermée? Donc c'est une simulation par requête et observation de compte rendu. Donc on va stimuler le système et on va analyser les stimuli du coup. Donc là je vous présente un peu globalement tout le système, donc les différents composants, le pupitre et le modèle d'animation, donc qui représente la physique du système. Hop, voilà, ici. Donc on a juste modélisé la pompe et le ventilateur parce qu'on avait besoin de voir le mouvement, sachant que les autres composants sont statiques. Donc là, on s'occupe de paramétrer, par exemple, la chaleur de la cuve et la température de la pièce extérieure et les consignes de vitesse de rotation de la pompe et du ventilateur et l'alimentation de la sonde de température qui va mesurer la température de la pompe et du ventilateur. Et donc, on voit quand on lance la simulation, donc que le modèle d'animation se lance, mais aussi qu'on récupère donc les stimuli, les outputs, donc qui nous permet d'analyser donc la température qu'on mesure en entrée et la température de l'air que le système va éjecter. Donc voilà. Donc quand on manipule le système, on voit que par les entrées, on voit que les sorties donc sont en adéquation avec ce qu'on voulait. Et donc là, c'est ce qu'on cherchait à montrer, c'était que le système faisait bien ce qu'on lui disait de faire. Donc voilà, donc c'est do the job right. Donc on fait bien le travail. Slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Ah non, là on est encore sur la même. Voilà. Donc un autre cas de simulation qui est effectuable avec Control Build, donc c'est la simulation par scénario. Donc là, pourquoi utiliser des scénarios? Donc ça a deux intérêts principaux. Donc le premier, c'est de rejoindre un état particulier du système via une automatisation d'initialisation de paramètres. Et la deuxième, c'est d'exécuter un scénario de test à des fins de validation, donc ce qui nous intéresse. Donc ici, le scénario de test, donc on va juste tester un composant du système, qui est la sonde de température, avec donc dans un premier temps l'initialisation des paramètres, puis dans un second temps donc le test de la recopie de la valeur de la chaleur de la cuve par la sonde, et le deuxième test qui va être effectué si le premier est concluant, c'est le test justement d'interruption de service. Donc si on coupe l'alimentation de la sonde, que la recopie ne s'effectue pas. Donc le défaut apparaît. Et donc là, vous pouvez voir que donc, le système avait bien été initialisé et que si tu peux rejouer peut-être pour remontrer l'animation un petit peu. Revenir en arrière, peut-être avancer un petit peu pour montrer le script qui s'exécute en fait. Ouais, ça doit être par là. Encore après. Ouais, c'est là. Donc là, quand on lance, là, on peut voir que voilà, donc les étapes s'enchaînent. Et donc, vu que l'initialisation a été successful, enfin, validé, donc on est passé à l'étape d'après et le test a enchaîné, puis a été validé, donc passe au deuxième test, plus validé, plus atteint l'état final. Donc, si la simulation est mal effectuée et qu'il y a un problème, le système va se retrouver bloquant et on peut voir à quel test n'a pas été validé.
De plus, donc là, vous pouvez voir que au départ, on n'avait pas initialisé les paramètres et qu'on les avait initialisés avec le script et qu'on peut voir que les paramètres restent en fin de simulation. Donc, ce qui permet de, comme je le disais, d'atteindre un état particulier du système et après potentiellement refaire des manipulations manuelles pour tester des cas particuliers. Voilà, tu peux aller à la slide d'après. Et donc, ce qu'on propose en offre de service, donc c'est dans un premier temps la modélisation de parties opératives. Donc, si vous avez control build et que vous avez besoin de tester des parties opératives, mais que vous n'avez pas forcément de modèle, on peut vous accompagner donc à la modélisation. Donc, soit on modélise tout de A à Z, soit on vient vous accompagner sur la modélisation de système. Donc, ça sera toujours selon le même processus. Donc, define, develop et deploy. Donc, on viendrait définir le modèle avec vous, puis ensuite on développerait le modèle, puis après on vous le livrerait pour utilisation. Le deuxième cas de figure, c'est aussi la vérification de modèle par rapport aux exigences en collaboration avec Stimulus. Donc, Jennifer a parlé précédemment lors du cas de la voiture avec l'éclairage, qu'il était possible, donc avec des ports et variables, de simuler donc des composants et d'observer les outputs et de valider ou non des exigences. Et on peut le faire du coup avec control build en exportant le composant selon le standard FMI, FMU, comme ça a été précisé, pour permettre justement donc la vérification de modèle. Le dernier point sur lequel on va pouvoir agir, c'est donc la formation control build validation. Donc là où on apprendrait, donc on ferait une introduction générale à l'utilisation de control build, puis au développement, les méthodes de développement d'applications et tout ce qui tourne autour de la simulation et des compléments en fonction du besoin. Voilà, c'est tout pour moi. Est-ce que vous avez des questions ? Donc l'intérêt de control build, c'est vraiment de faire des tests en toute sécurité, hein, puisqu'on fait du virtual conditioning, c'est-à-dire qu'on ne fait pas les tests sur l'installation, mais on fait des tests en fait sur le simulateur. Le simulateur, c'est control build. Comme vous l'avez montré, Cyril, avec l'automatisation des tests, on peut tester tout un ensemble de conditions qu'il ne serait même pas envisageable de tester sur un environnement physique. Voilà. Donc, souvent, ça a été mis au point, ce système-là, pour réduire le délai de commissioning sur les sites, puisqu'en fait, une grosse majorité des défauts ont été vus en avance sur simulateur. Et en fait, quand on met en route l'installation, ça va beaucoup plus vite, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été vues sur simulateur. Hein. C'est ça. Alors, est-ce que le modèle est réutilisable en code source autre que Automate? C'est quoi l'idée derrière? En fait, je n'ai pas trop bien saisi. Alors, écoute, le mieux, c'est qu'on va donner la parole, on va ouvrir le micro de la personne. Il va peut-être essayer de nous reformuler. Allez-y, monsieur, si vous pouviez partager avec l'ensemble des participants votre question. Oui, donc l'intention, c'est de dire donc le modèle est intéressant dans le sens où on peut anticiper le fonctionnel du produit. Par contre, moi, je me positionne, on développe peu en automate, mais plutôt sur des cibles micro-contrôleurs. Donc, c'était de voir comment on pourrait réutiliser ce modèle fonctionnel vers un microcontrôleur. C'est une excellente question. C'est des choses qu'on a. Vous êtes dans le médical, non? Ou pas? Non, dans l'automobile. Pas du tout, dans l'automobile, ok. C'est des choses qu'on a déjà pu faire, effectivement. On définit la cible et bon, c'est-à-dire qu'en fait, il faut des drivers un peu particuliers, quoi. Mais oui, c'est des choses qui sont faisables. Hein. Donc, je sais que ça a déjà été fait. Donc, Alors moi, pour ma part, pour être honnête, je l'ai jamais fait. Hein, donc, mais ouais, je pense que c'est faisable. Non, mais je sais que ça a été fait. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc, on pourra revenir peut-être sur votre cas particulier après le webinar. Mais oui, ça a été fait. Ouais. Ok, merci. Ok, de rien.
Je vais donc, on va enchaîner, maintenant vous avez compris le système, je pense, par un petit sondage. Donc si vous voulez avoir la gentillesse, encore une fois, de jouer le jeu. Voilà, il me reste encore quelques personnes à voter. Voilà, donc tout le monde a voté. Je vais donc partager le résultat du sondage. Donc on a quelque chose de relativement équilibré, mais on a quand même une majorité de gens assez nets qui ne connaissent pas la plateforme 3D Experience. Voilà. Donc, avec François, on va se charger de vous expliquer, enfin vous présenter un peu la plateforme, sachant que ce dont on va vous parler là, on va vous parler de la plateforme avec un prisme ingénierie système. Hein. Donc la plateforme, c'est une plateforme cloud collaborative où en fait les différents parties prenantes du développement d'un produit vont travailler ensemble au développement, je dirais, de ce produit. Bon, maintenant, on dit expérience, mais dans les parties prenantes, on va avoir les designers, on va avoir les gens de la simulation, on va forcément avoir les ingénieurs système, on pourrait avoir les gens qualité, on pourrait avoir le business. Donc, l'idée, c'est de, au lieu d'avoir différents outils, c'est d'accéder à une plateforme et cette plateforme va vous permettre de naviguer à travers l'ensemble du catalogue de logiciels d'Asso Systèmes. Voilà. Donc, c'est organisé, structuré par rôle. Hein, donc ici, bon là, je suis désolé, c'est pas très net, mais il y a un petit bonhomme avec le rôle système ingénieur. Hein, où, enfin bon, voilà, on peut avoir différents profils. Et en fonction de ça, eh ben, on a préconfiguré les applications dont a besoin, je dirais, ce type de personne, ce type de profil pour réaliser son travail. Donc nous, on va se focaliser ici sur des apps. Hein, c'est pas très original. Hein, aujourd'hui, tout le monde parle d'app, mais à l'époque, quand ça a été lancé, c'était déjà un peu plus novateur. Donc, on va ici vous parler, je dirais, de l'app rapidement sur les requirements. Non, on va pas. Je crois qu'aujourd'hui, vu le temps, on va aller assez vite là-dessus. On va parler plutôt de quelque chose qui sont spécifiques en termes de prestations de services, qui sont la génération de rapports et puis le modèle avec le modèle notamment RFLP, hein, qui est bon, l'approche d'Asso System pour faire de l'ingénierie système. Hein. La modélisation système. La modélisation système, pardon. On y va? Donc, focus sur la gestion des exigences. Donc là, on n'est pas dans Rectify. Hein. Si tu veux bien avancer un peu les slides. Voilà. On est dans la plateforme. Donc, dans la plateforme collaborative, cloud. Si tu veux revenir juste un petit peu en arrière, s'il te plaît. Voilà. Où ça se présente. Voilà, vous avez une page web. Sur la partie droite, en fait, ça ressemble à un document, hein, un petit peu comme sous Doors, hein, pour ceux qui connaissent vraisemblablement. Et puis sur la partie droite, comment dire, vous avez sur la partie gauche, pardon, vous avez des exigences. Et vous voyez que vous avez des AAA, 111, etc. Et donc ça, c'est le slide d'après, enfin, l'animation d'après. Voilà, vous avez la possibilité d'avoir un cycle de vie associé à l'exigence, mais qui va être géré par la plateforme. Donc ça a deux avantages. Un, c'est qu'effectivement, ça permet de gérer la maturité des exigences. Mais comme c'est cloud, évidemment, dans le contexte actuel, c'est quand même intéressant puisque ça vous permet de faire de la gestion d'exigences d'une manière collaborative et sans avoir de logiciel à installer sur votre PC puisque c'est à partir d'un simple browser. Il n'y a pas de VPN, bien évidemment. Hein. Il y a de l'authentification multifacteur, bien évidemment, par contre. Mais ça vous permet donc de gérer vos requirements et vos spécifications à travers la plateforme. Voilà. Ça permet également, François, je vais te laisser peut-être la parole. Donc là, on passe plutôt sur la partie modélisation. Donc la possibilité, bon, ça peut se faire aussi avec des solutions type Cameo ou l'éditeur donc l'editor Functional and Logical pour représenter donc à la fois la structure du système et son comportement.
Donc là, l'intérêt derrière, c'est que comme donc toutes les activités sont interconnectées, on va pouvoir donc dans la plateforme avoir ce qu'on voit, c'est une solution pour ceux qui connaissent Rectify, ça ressemble à Rectify, mais c'est l'outil TRA d'analyse de traçabilité qui va permettre de visualiser et de contrôler la couverture entre différents types d'éléments. Là, ici, on l'a vu on voit beaucoup sur des exigences. On va voir dans des vidéos derrière que cette traçabilité, ça peut concerner tout type d'éléments, tels aussi des éléments de modélisation, dans le but notamment de pouvoir faciliter les analyses d'impact. Donc, on a la possibilité, encore une vidéo. Les gens qui sont Rectify et partager un fichier Rectify, de mettre ça, comment dire, dans la plateforme, et on peut visualiser la même chose. Donc, ça permettrait l'intérêt, c'est non seulement de visualiser, mais il y a un système, bon, ici qu'on n'a pas eu le temps de mettre en œuvre, mais qui facilite la revue, quoi. Donc, ça veut dire que si vous avez un sous-traitant qui est à distance ou un partenaire, bon, il peut participer à la revue des exigences d'une manière collaborative et en mode club. C'est ça le principal intérêt d'investir dans la gestion des exigences sur la plateforme. C'est vraiment le travail collaboratif, comment dire, qui sort de l'entreprise. Donc ça, c'est pour Rectify. Et là, on va voir une petite vidéo avec Cameo. Qui nous montre donc comment on intègre un modèle, donc il y a le même outil de gestion de traçabilité. Dans un modèle 6ML en particulier, on a un grand nombre d'éléments comme Jennifer l'a décrit tout à l'heure, avec différentes étapes et des exigences de différents niveaux, des modèles de différents niveaux, donc avec des liens entre eux, de raffinement, d'allocation ou autre, qu'on va pouvoir donc visualiser. Non, justement, je ne l'ai pas encore lancé, donc c'est normal. Ah, d'accord. C'est juste une petite phrase d'introduction. Donc, là, ce modèle Cameo qu'on a vu rapidement, donc on voit maintenant comment on le visualise dans l'outil TRA et comment on va pouvoir donc naviguer dans ce modèle. Donc, de la même façon, là, tu parlais des revues. Donc, c'est effectivement l'activité de revue de modèle. C'est aussi une activité outre les exigences. Donc, la revue de modèle pourra aussi être organisée, partagée donc via l'outil Cloud. Et donc, tout ça est stocké en fait dans une structure projet, parce que dans la plateforme, pour développer un produit, eh ben, une fois, c'est piloté par une gestion de projet. Et donc, tout ce qu'on vous montre là, en fait, est associé au projet. Donc ça, c'est assez récent. Voilà. Donc ça, ce qu'on vous a montré avant, c'était pour les modèles 6ML. Donc là, maintenant, on va vous faire la même chose avec les modèles RFLP. Voilà, donc de la même façon. La fonctionnalité log, là, c'est intégré peut-être depuis plus longtemps. Donc c'est une autre manière d'organiser les modèles, mais encore une fois, l'objectif, c'est toujours de définir le comportement et l'architecture du système. Donc là, dans l'outil d'éditeur de modèles, donc on voit qu'on a un modèle, et dans l'outil gestion de traçabilité, on va pouvoir retrouver donc non seulement les éléments de modèle, mais aussi les exigences, et donc découvrir. Donc on peut définir plusieurs modèles de traçabilité pour explorer telle ou telle chaîne de traçabilité. Donc avec là, on voit des outils qui nous aident à découvrir les liens de traçabilité qui existent entre les différents éléments de la plateforme. Donc là, la définition de modèle et après Donc ça, c'est le principal intérêt. C'est que d'un côté, vous pouvez avoir des outils, entre guillemets, dits d'autoring. Et de l'autre côté, des outils plus de visualisation et de partage qui ne vont pas nécessiter justement ces outils d'autoring. Donc là, il est en train,
dans la Oui, vidéo de montrer comment quelqu'un qui n'a pas besoin de rentrer dans l'éditeur, il va pouvoir aller voir la traçabilité. Donc déjà là, il voit que, ah bon, il y a des choses qui ne sont pas couvertes. OK, très bien. on Et peut s'il va un zoomer peu pour plus voir loin, l'intérieur voilà. et repérer, donc faire ici soit des analyses d'impact ou repérer les éléments non couverts. De la façon aussi faire les revues sur les exigences, et faire donc, la revue collaborative. Donc ça, c'est un gros plus de comment dire de la plateforme, et c'est un savoir-faire qui est assez naturel pour ADN, puisque en fait là, bon, pour les gens qui connaissent Rectify, hein, vous voyez que il y a quand même pas mal de parallèles. Par contre, bon, il nous a fallu investir quand même assez lourdement pour bon, ça, comprendre toutes les mécaniques qui sont derrière la plateforme pour maîtriser un peu l'outil, parce que quand ça se met à dérailler, de temps en temps, il faut que le pilote il soit là et hop, il remette dans l'axe, quoi. Hein. On peut peut-être accélérer, passer au slide suivant, Oui, François. là, on arrivait sur la fin du D'accord. traçabilité. Et donc, l'autre activité importante, dans la plateforme, il existe des fonctions de génération de rapports. Parce on peut faire effectivement beaucoup de choses dans la plateforme, mais on sait très bien donc il est régulièrement nécessaire de pouvoir exporter des données en les ayant formatées de manière la plus exploitable possible à destination de personnes extérieures qui n'accéderaient pas à la plateforme. Donc ça met en œuvre en deux applications, une qui va plus d'administration, qui va permettre de créer les modèles de rapports, des templates de rapports, et puis celle donc qui est juste nécessaire pour pouvoir exécuter les rapports. Donc cette partie donc à valeur ajoutée, donc c'est celle sur laquelle aussi on a investi. Alors, on va vous montrer un exemple, sachant que des rapports, on peut en faire sur tous les types d'éléments gérés dans la plateforme, donc que ce soit sur les tâches et activités de projet, sur les exigences, sur les modèles, sur les anomalies, etc. Sur des éléments de BOM, de IBOM, de MBOM, de tout en fait. Hein. Donc là, nous, on a juste fait un exemple qui n'est pas si fréquent que ça, c'est qu'on a répondu à une problématique assez classique d'un chef de projet, donc qui utilise la gestion de projet qui est utilisée qui est proposée par la plateforme, et en fait, il veut avoir un résumé de tout ce qui s'est passé et il veut générer un rapport, une matrice Excel. Bon, c'est pas forcément génial, mais en tout cas, c'est ce qu'il a l'habitude de faire. Donc sa question, c'est voilà, comment je suis capable de régénérer le même ma revue de phase au format Excel. Donc il utilise la plateforme et il veut quand même, bon, pour des raisons qui lui sont propres, avoir un formalisme bon, bien particulier. Donc ça, c'est un savoir-faire qu'on a développé avec les équipes. Voilà, donc là, vous avez la gestion de projet dans la plateforme, puisque quand on développe un produit ou une expérience, il faut quand même piloter le projet. Donc là, vous avez des tâches avec une vue structurée. Puis ici, là, on a le générateur de rapport. Enfin là, voilà. On définit le template avec le format tel que la personne le veut. Dans l'outil pour la mise au point, donc on peut avoir un aperçu de ce que ça va donner. Une fois qu'on pense que c'est correct, on va pouvoir donc mettre à disposition ce template pour les utilisateurs qui pourront donc générer ce rapport en donnant en entrée le projet sur lequel ils veulent le rapport. Et donc voilà comment j'obtiens dans Excel. Voilà, donc j'obtiens dans un rapport Excel que je génère à volonté et qui est donc mis à jour en fonction des données courantes dans la plateforme.
Ok, super. On passe au slide suivant. Donc, l'offre de service. Bon, naturellement, c'est vous accompagner dans la gestion des exigences en mode collaboratif avec une application cloud base de données. Hein, donc, plutôt sur la 3D expérience, avec de la formation du service. Réaliser avec votre aide, hein, bien évidemment, hein, la modélisation fonctionnelle et logique. Vous accompagner dans la configuration de rapport. Ça, donc, c'est des choses qui peuvent être faites, comment dire, voilà, en mode cloud, hein, donc c'est assez simple en termes d'installation de la plateforme. Et puis après, pour des gens qui ont quand même des plateformes en interne, donc ça, c'est plutôt des projets de grands groupes, hein, on est capable de réaliser des widgets personnalisés sur la 3D expérience et de déléguer également des développeurs 3D expérience. Hein. On fait ça sur un certain nombre de grands projets actuellement. Donc évidemment, on travaille sur, bon, il y a de la formation, hein, on est partenaire maintenant, formation d'Asso Systèmes d'ailleurs. On fait ça sur les modules là qu'on a, bon, les sujets ingénierie système, hein, qu'on a, modélisation de système qu'on a pu voir, mais on le fait aussi sur voilà, tout ce qui est BOM, gestion de projet, et puis pour les gens qui sont dans le médical, sur l'offre médicale de la 3D expérience. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose peut-être, François, que j'aurais forcément oublié, hein? Non, je vois rien d'essentiel